Bien, merci pour votre présence. Je pense qu'il y a encore un certain nombre de personnes qui sont en train de profiter des petits fours, mais on va commencer et ils nous rejoindront au fur et à mesure. Donc, je suis Vincent Burnand donc de l'Institut de la Finance Durable et je vais modérer cette table ronde. On va parler donc du pacte social pour accompagner cette transition écologique. Et donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, juste vous dire qu'il y a toujours cette possibilité de scanner le QR code qui s'affiche en ce moment pour poser vos questions aux panélistes. Il y aura donc un temps réservé en fin de table ronde pour pouvoir les aborder. Et pour entrer dans le vif du sujet, du coup, aujourd'hui, dans l'opinion publique, le terme écologie, et même plus sous son qualificatif et diminutif écolo, est souvent connoté péjorativement dans la bouche de certains, parce que l'écologie est perçue par de nombreux acteurs de manière négative, que ce soit les ménages pour qui c'est la vie chère, que ce soit les agriculteurs pour qui ce sont des blocages divers et variés, pour les travailleurs c'est synonyme de délocalisation, pour les entreprises ce sont des contraintes réglementaires, voilà. Au-delà de ce backlash ESG, on vit finalement un reflux comme une lame de fond qui fait qu'on résiste à tout ce qui ressemble de près ou de loin aux questions attendant à l'environnement. Mais ce pacte social, finalement, dont le signe le plus emblématique était quelque part l'accord de Paris, signé il y a 10 ans avec un certain soutien populaire, semble rompu. Donc la question est comment renouer les fils et sur quelle base reconstruire donc ce contrat social écologique entre l'État, les entreprises, les citoyens, à la fois travailleurs et consommateurs. Et donc pour répondre à ces questions, nous avons un très beau panel avec Lucie Pinson, donc fondatrice, directrice générale de Reclaim Finance, Madeleine Gilbert, donc secrétaire nationale de la CFE-CGC, qui est donc le syndicat des cadres, pour résumer, donc vous êtes en charge des questions de transition pour un monde durable. Benoît Leguet, directeur général de l'Institut pour l'économie du climat, et donc Jean-Baptiste Morel, vous êtes responsable de la recherche ESG à Arkéa AM. Donc voilà, on va faire un premier tour de table et on va essayer de garder des réponses assez courtes pour pouvoir distribuer la parole le plus possible. Je voudrais commencer par vous, Benoît Leguet, avec une question. Quand on préparait la table ronde, vous disiez que finalement, quand on a signé l'accord de Paris en 2015, on n'avait pas prévu les conséquences économiques de cet accord. Et qu'est-ce qui a raté à ce moment-là ? C'est bon, ouais. Ok, merci Vincent. Je commence, n'hésite pas à me couper si c'est trop long. Alors, on n'a pas raté forcément, mais en fait, on a fait les choses de façon séquentielle. En 2015, les pays se sont mis d'accord sur une évidence qui est de l'ordre scientifique. Il faut ramener les émissions à zéro avant la fin du siècle. Et donc, elles se sont mis d'accord sur l'objectif de long terme. Et les pays se sont également mis d'accord sur un processus pour arriver à cette neutralité carbone avant la fin du siècle au niveau mondial. Voilà, mais c'est lointain et puis quelque part ça renvoie à un processus. Donc c'est très bien, c'est ce qu'il fallait faire en 2015. Le problème, c'est ce qui vient après. C'est qu'en fait, quand on se dit qu'il faut être neutre en carbone à horizon la fin du siècle, ça veut dire déjà pour certains pays, ça veut dire avant la fin du siècle et bien avant la fin du siècle. Prenons un exemple au hasard, la France ou l'Europe. France ou Europe, 2050 pour la neutralité carbone dans 25 ans. Et donc en 25 ans, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Il va falloir changer les deux formes de capital qui sont quand même pas super mobiles. Le capital fixe, c'est-à-dire les investissements dans l'économie réelle. Premier point, il va falloir investir dans nos bâtiments, dans nos infrastructures. Tout ça pour avoir une économie, un substrat économique qui soit compatible avec la neutralité carbone en 2050. Ça veut dire très concrètement qu'il y a des secteurs dont l'activité économique va décroître et d'autres dont l'activité économique va croître. Et la deuxième grande forme de capital, c'est le capital humain. Donc il faut des personnes, quand on a des infrastructures et une économie, il y a aussi des personnes qui travaillent. Et c'est pareil, il y a des métiers qui vont décroître, et puis il y a des métiers qui vont croître. Et tout ça, ça ne se fait pas avec un claquement de doigts. Depuis l'aéroport du Bourget ou ailleurs, il va falloir mettre en place des politiques publiques pour mettre tout ça en place, pour inciter les acteurs économiques à changer leur capital fixe, leur capital humain. Et puis accessoirement, il va falloir accompagner. C'est-à-dire, c'est pas seulement se dire, il n'y a qu'à Faucon, il suffit d'eux, on décrète, il va falloir accompagner. Et là, les Gilets jaunes, pour donner un exemple un petit peu historique en France, sont là pour nous rappeler que quand on fait des politiques sans accompagner, en fait,
Ben, ça casse. Donc c'est ça qu'on n'a pas complètement compris. Enfin, c'est pas qu'on a loupé quelque chose, mais en fait on n'a pas complètement tiré le fil. Et moi je veux bien mettre ma main à couper qu'il n'y avait pas beaucoup de dirigeants en 2015 au Bourget quand le marteau de Fabius s'est abattu. Il n'y en a pas beaucoup qui se sont dit ah ouais tiens concrètement voilà ce que ça veut dire. Pour donner un exemple en France, premier rapport sur les impacts macroéconomiques de l'atteinte de la neutralité carbone 2022. Jean Pisani-Ferry. Donc de 2015 à 2022, c'est pas qu'on n'a rien fait, c'est simplement qu'on a commencé à tirer la pelote et à se dire ah ouais, voilà ce que ça veut dire concrètement, économiquement, pour la puissance publique, pour les acteurs économiques. Alors Madeleine Gilbert, Benoît a commencé à en parler justement de certains secteurs qui vont décroître. Et donc cette transition a des conséquences importantes pour les travailleurs. Pour certains, c'est les délocalisations, mais pour tous, en tout cas, c'est un changement en profondeur des conditions de travail, du contexte de travail. Comment, voilà, vous parliez justement de ce manque de concertation avec les partenaires sociaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors tout d'abord, merci à l'Institut de la Finance Durable pour cette invitation. Bonjour à toutes et à tous. Alors, moi, je vais juste rappeler justement le contexte s'y prête. Qu'en 1969, l'OIT déclarait une paix universelle et durable ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale. Donc par rapport à ça, effectivement, il est à définir un nouveau collectif légitime et pour les travailleurs. Alors CFE-CGC, c'est le syndicat des cadres, de l'encadrement, des techniciens et des agents de maîtrise. Je tiens à le préciser parce qu'il n'y a pas que... Voilà, c'est l'encadrement au sens large. Et donc je pense que c'est une population qui a vocation à engager et à faire de cette transition quelque chose, enfin, qui soit moteur. Et je voulais dire que cette transition dans les entreprises, alors la loi, enfin, ça date effectivement, il y a des choses qui ont déjà été faites avec les Grenelle 1 et 2 sur le secteur industriel, sur la dépollution, il y a des choses qui ont été faites. C'est pas complètement, on part pas de rien, mais c'est-à-dire que effectivement, adaptation et atténuation, ce sont de nouveaux mots qui sont rentrés dans le langage, je dirais, commun des gens qui réfléchissent à cette transition. Alors, en ce qui concerne l'adaptation et l'atténuation, on a un exemple très concret, hein, le plan d'adaptation au changement climatique 3 qui vient d'être présenté et notamment, et j'aime bien rappeler enfin, la mesure 11 qui est complètement dans le sujet, hein, adapter les conditions de travail aux impacts du changement climatique. On y est, voilà. Donc on voit bien qu'il y a des politiques publiques qui sont quand même mises en place, mais qui ne sont pas forcément appliquées d'une manière, je dirais, volontaire, enfin engageante. Et puis donc en renforçant les moyens de prévention mis à la disposition des employeurs pour protéger la santé, la sécurité des travailleurs face aux risques climatiques croissants. On voit bien que là, il y a des choses qui doivent être faites. Et donc pour les salariés, je dirais d'une manière générale, et les employeurs, il y a des instances représentatives du personnel. Depuis la loi climat, on voit que les nouvelles attributions environnementales doivent rentrer dans les IRP et être source de dialogue social. Donc nous, on souhaite un dialogue social renforcé, dans lequel les parties prenantes, donc organisations syndicales au sens large et employeurs, mettent en œuvre justement et présentent leurs orientations stratégiques et travaillent avec les représentants syndicaux pour changer le modèle d'affaires, pour travailler sur la biodiversité, un petit peu oublié, mais voilà, et permettre aux salariés de s'engager. Et je voulais dire aussi par rapport à cette mutation des métiers qui est très importante, c'est effectivement l'acceptabilité, c'est-à-dire que les gens, ils n'arrivent pas forcément à se projeter par rapport au métier, au modèle d'affaires. On se dit, mais voilà, il va falloir décarboner, ça implique quoi dans mon métier? Et donc, les DRH, normalement, doivent présenter via la GEPP, hein, donc les acronymes, voilà, la gestion des parcours professionnels, des dispositifs tous les 3 ans sur la transition des métiers, comment ils voient l'orientation et comment ils pensent faire cette décarbonation dans les métiers. Donc c'est pas toujours très évident. Et le dernier point, c'est que le dialogue social, c'est un pilier de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Et la plateforme RSE l'a bien rappelé. Et quand on parle d'impact, à chaque fois, c'est de dire quel
quel impact ça challenge, c'est-à-dire c'est l'impact social sur, je dirais, les métiers de demain et la fin du mois, quelque part. Voilà. Merci beaucoup. Lucie Pinson, qui a rompu ce pacte social? Le politique, les citoyens, les entreprises? Alors merci pour cette question, parce que c'est vrai que on sait bien que aucune structure peut se décarboner seule, mais ce serait une erreur quand même de parler d'échec collectif. Et aussi, je pense que le constat était un peu dur en introduction. En vérité, on a quand même toujours encore une majorité de la population qui soutient globalement une action en faveur du climat et de l'environnement, donc il faut quand même le rappeler. Il serait aussi indécent, je pense, de mettre sur le même plan la responsabilité des individus avec celle des décideurs politiques, économiques et financiers. Et lorsque je parle de décideurs économiques et financiers, je ne pense pas à la myriade de petites et moyennes entreprises. Je pense bien à la responsabilité des grandes entreprises, des multinationales. Un exemple, lorsqu'on parle de l'AFBF compte plus de 300 membres. On ne pense pas à la responsabilité de ces 300 acteurs. On pense à la responsabilité des principaux membres de l'AFBF, les 6 banques qui en sont membres, et notamment lorsqu'on pense sur les milliards qui sont toujours mis par les banques françaises dans l'expansion des énergies fossiles. Eh bien, en vérité, on se rend compte que ces milliards proviennent de 4 banques, BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale et le groupe Banque Populaire, Caisse d'Épargne. Et bien entendu, là, en effet, ces milliards-là entretiennent la défiance envers l'ensemble du secteur financier, puisqu'on a des soutiens qui piétinent les propres promesses faites par les banques en 2015 et après, et qui piétinent aussi ou nient les faits scientifiques. Donc là, on voit qu'on a un premier problème. Bien sûr, le verre n'est pas totalement vide. Des progrès ont été faits quand même depuis la COP 21, notamment sur le charbon thermique, encore dernièrement par certaines banques sur le pétrole et le gaz. Le problème, c'est que cette action par les acteurs financiers, elle est trop lente, elle est insuffisante et elle reste volontaire. Donc même lorsque BNP Paribas et Crédit Agricole arrêtent les émissions d'obligations conventionnelles pour les entreprises productrices de pétrole et de gaz, eh bien Société Générale et BPCE, elles continuent, alors que l'actualité finirait par nous convaincre, si on ne l'était pas déjà, qu'il n'y a pas de transition à attendre de la part de ces entreprises qui rehaussent leurs objectifs de production d'hydrocarbures et baissent leurs investissements dans le bas carbone. Et dans la même veine, bien entendu, on en a déjà beaucoup parlé aujourd'hui, le contexte réglementaire, on voit là aussi une position de l'AFBF qui porte un agenda de déréglementation. Au moins, ça a le mérite d'être clair. Donc, vu que le greenwashing alimente la défiance, eh bien, là, les choses sont dites très clairement. On a un agenda qui soutient un allègement global du reporting, quoi qu'en disent les acteurs. On a aussi une demande de suppression totale de l'obligation de mise en œuvre de plans de transition et la suspension, tout simplement, de la directive sur le devoir de vigilance des entreprises tant qu'un certain nombre de demandes ne sont pas satisfaites, y compris la suppression définitive de l'inclusion des acteurs financiers dans la directive au niveau de l'Union européenne. Donc là encore, bien entendu, se pose la question de la responsabilité. Est-ce que la FBF est plus royaliste que le roi, ou est-ce que sa position est celle de l'ensemble de ses membres ? On peut quand même supposer que la position de la FBF est celle de ces 4 principales banques que j'ai déjà citées. Le doute pèse sur Crédit Mutuel ou la Banque Postale, étant donné que généralement on dit que qui ne dit mot consent. Peut-être que Stéphane Dédéian, qui prendra la parole juste après ce panel, clarifiera la position de la Banque Postale en matière réglementaire. Mais voilà, en tout cas, les responsabilités, je pense que sont bien posées. Et pour rebondir peut-être très rapidement sur les propos tenus juste avant par Benoît, moi, je pense que c'est pas un défaut de compréhension, en vérité, qui manque. Je pense que n'importe qui de un peu conséquent qui a passé une demi-heure sur les rapports comprend bien qu'on ne peut pas tenir un objectif de réchauffement à 1,5 degré ou 2 degrés sans changer radicalement les modèles de production, sans baisser la consommation énergétique et donc
les flux économiques, et que pour les banques, ça va vouloir dire une remise en question des attentes en matière de rentabilité, et ça va exiger aussi de faire le tri entre les activités financées. Donc je pense que le problème n'est pas tant un problème de compréhension, mais plutôt que les engagements ont été pris comme quand on lance un dernier modèle d'iPhone, et donc ça relève du marketing, ça relève de la communication, et que jusqu'à présent, on se mettait en jambes, on a pris des mesures, mais les gains réputationnels liés à l'action climatique étaient supérieurs aux coûts financiers liés au désengagement d'activités financées, donc ça allait. Or aujourd'hui, la réglementation commence enfin à taper dans le dur, on commence à avoir des entreprises qui sont vraiment soumises à des exigences de transformation, et donc c'est à ce moment-là que ça commence à coincer et à résister. Merci Jean-Baptiste, peut-être pour parler justement du côté des sociétés de gestion. Comment analysez-vous cette rupture de confiance, ce pacte social, et quelle est la responsabilité donc des sociétés de gestion, et en particulier comment vous travaillez donc chez Arca&M sur l'analyse ESG? Alors peut-être quelques commentaires, bonjour à toutes et à tous, pardon. Quelques commentaires peut-être sur l'enjeu de transition. Alors effectivement, on n'aura pas le choix que d'aller vers la transition, vers l'adaptation. Ce qui me marque d'une certaine manière, c'est que lorsqu'on parle de la transition, souvent, on fait référence à des impacts qu'on a eus avec la mondialisation. Dumping social, délocalisation. Alors même que la transition écologique, telle qu'on doit la faire, elle va très bien avec la notion de local et de réindustrialisation. Et ça, je pense que c'est vraiment très important, et ça peut être aussi, d'une certaine manière, quelque chose à jouer en termes d'investissement dans le bon sens du terme. Sur la finance de manière générale, ça fait quand même plusieurs décennies qu'on prend en compte les enjeux sociaux lorsqu'on va financer de la transition. Si on prend les principes de l'Équateur qui ont plus de 20 ans, on avait déjà la prise en compte des enjeux sociaux dans le financement de projets. Les analystes qui travaillent sur la finance durable, ils sont ESG, ils regardent les enjeux sociaux et les conséquences sociales, aussi bien pour les salariés que pour les populations locales dans les entreprises qui vont être financées. Alors, pour le Crédit Mutuel Arkéa, c'est un petit peu particulier parce que nous, on est une société à mission d'abord, on est un groupe bancaire à mission, très impliqué dans nos territoires. Et donc finalement, l'accompagnement de nos territoires dans les transitions, c'est quelque chose qu'on fait depuis très longtemps, et c'était vraiment dans la raison d'être de notre groupe. Comment on la décline au sein des sociétés de gestion? De différentes manières, mais toujours dans cette notion d'accompagnement. Et l'accompagnement, on peut le faire aussi bien vis-à-vis de nos clients, c'est-à-dire proposer à nos clients des produits d'investissement qui vont être pérennes dans le temps, par exemple en transformant des fonds indiciels en fonds indiciels qui sont alignés à l'accord de Paris, en proposant des fonds de dette d'infrastructure, en proposant des fonds de dette privée, où on va être proche des entreprises sur nos tissus locaux, et on le fait également en engageant les entreprises. C'est-à-dire que typiquement sur la dette privée, on peut aussi accompagner les entreprises à ce qu'elles s'améliorent, à leur donner accès à des outils qu'on peut avoir en interne, et grâce auxquels elles vont pouvoir également se transformer dans le temps. Et puis plus généralement, c'est vraiment intégrer l'ensemble de ces enjeux de développement durable dans l'ensemble de notre processus d'investissement, quelle que soit la typologie de fonds. Aujourd'hui, quand on présente des dossiers dans des comités d'investissement, on parle aussi bien d'enjeux financiers que d'enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance dans le fonctionnement des entreprises. Merci beaucoup. Pour revenir à vous, Benoît, comment donc mieux accompagner cette transition? Alors, un des acteurs majeurs, quand même, ce sont les ménages qui doivent mener un certain nombre d'investissements dans la rénovation énergétique, dans l'achat de véhicules propres. Alors, à l'Institut pour l'économie du climat, vous avez réalisé des travaux justement par décile de ménages sur les investissements nécessaires. Comment rendre donc ces dispositifs de financement accessibles à tous? Alors, une bonne question. Si j'avais la réponse, je serais un homme heureux. Mais effectivement, on s'est intéressé à cette question d'accessibilité de la transition écologique. Pour nous, il faut que la transition soit juste. Et alors, on s'est posé la question, c'est quoi une transition juste? On s'est dit, c'est déjà une transition qui est accessible. Et donc, on a regardé deux objets du quotidien, en tout cas pour les CSP+, et les CSP moyens qui sont dans la salle, et peut-être un petit peu au-delà. L'accès à la mobilité électrique et la rénovation d'un logement. On s'est dit, voilà, si on n'a pas ça, en fait, c'est une promesse un peu trahie. On dit aux gens, transitez, et puis on ne leur donne pas les moyens de faire ça. Donc on a regardé décile par décile, et alors en gros, les grands messages un petit peu stylisés. Premier message, c'est déjà quand on regarde les aides qui vont vers les ménages, les aides augmentent au fil du temps. Là, ça fait une dizaine d'années, les aides augmentent, les gens sont de plus en plus aidés sur ces deux objets un petit peu totems, un peu emblématiques.
Deuxième message, néanmoins, c'est pas suffisant. C'est-à-dire que notamment pour les ménages modestes et les classes moyennes, en fait, la mobilité électrique ou la rénovation d'un logement, ça reste un rêve inaccessible. C'est-à-dire qu'en fait, ça représente plusieurs années de revenus. Donc, en gros, ça veut dire, non, ça marchera pas. Et si on vous augmente le prix du carburant au passage en disant, c'est pour ton bien, c'est pour réduire la planète, c'est pour réduire la pollution et contribuer à la lutte contre le changement climatique, en fait, normalement, vous avez un comportement normal, vous mettez un gilet jaune et vous allez griller des merguez sur un rond-point parce qu'en fait, on vous demande de faire un truc que vous ne pouvez pas faire. Donc c'est normal, vous vous révoltez, voilà, et c'est tout à fait normal. Donc ça, c'est le deuxième message. Troisième message, les économies d'énergie permettent, ou la réduction du TCO pour les véhicules électriques, ça permet de financer une partie de l'investissement, mais pas tout. Et donc ça donne quand même tout un tas d'idées en termes de politique publique. Moi, président, il y a peut-être des choses que je ferais en cas de disette budgétaire. Je me dis, en fait, les CSP+, ils sont déjà suffisamment bien aidés financièrement. Donc il faut peut-être réduire un peu la voilure là-dessus. Par contre, les CSP-, les ménages modestes, il faut peut-être un peu plus les aider, mettre en place des dispositifs de type leasing social et autres. Ça ne veut pas dire arrêter complètement pour les plus riches, mais en tout cas se poser la question de savoir est-ce que c'est un accompagnement financier dont ils ont besoin ou est-ce que c'est un autre type d'accompagnement. Un accompagnateur à la rénovation pour les bâtiments, etc., ou des choses comme ça. Et puis, dernier message, on a commencé à regarder, mais là, ça va nous emmener peut-être un peu plus loin, et pour quelques années, les inégalités territoriales. Ne pas avoir accès à l'achat d'un véhicule électrique quand vous habitez Paris, honnêtement, c'est pas très grave. Pour 2,50 €, vous avez accès à la mobilité électrique. Ça s'appelle le métro ou le bus électrique. Donc, par contre, quand vous habitez dans le nord de la Haute-Marne et que la première boulangerie est à 5 km, là, ne pas avoir accès à la mobilité électrique, c'est peut-être un arrêt de mort, on va dire. Donc, il y a ces sujets d'inégalité territoriale, donc dans l'accès aux bornes, dans l'accès aux services publics, aux transports en commun, l'accès à l'accompagnateur pour des rénovations énergétiques qui posent question. Et c'est peut-être aussi là où la politique peut essayer de faire de la péréquation, du rééquilibrage territorial, en tout cas pour s'assurer que, je vais le dire un petit peu rapidement, la transition écologique, ça ne soit pas un truc pour les bobos parisiens, financer le cas échéant avec la TIC des ménages au Creusois ou au Marnais. Voilà, donc en tout cas, il y a ces sujets de politique publique qui ne sont pas des sujets de second ordre. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de transition s'il n'y a pas à un moment une transition juste. Là, on est vraiment dans le cœur du sujet. Et, Madeleine, vous parliez au début, à votre première intervention, sur les enjeux des instances de dialogue social. Comment leur donner plus de place? Est-ce qu'il faut s'inspirer du modèle allemand qui donne une place aux salariés, au conseil d'administration? Quelles sont les bonnes instances de dialogue pour faire avancer les sujets? Non, je dirais que quand on a la volonté de faire, c'est le pouvoir d'agir aussi, le contrat social. C'est-à-dire se donner les moyens de réussir. Et il y a des choses qui existent aujourd'hui, qui sont peut-être pas forcément démultipliées et connues. L'article 40 de la loi climat et résilience, comme je vous le disais tout à l'heure, donne des nouvelles attributions environnementales au CSE, au Conseil économique, socio-économique. Voilà, donc on demande aux directions de présenter leur sujet, leur volonté, mais aussi les représentants du personnel ont vocation à questionner les directions. Et comme ce sont des sujets nouveaux, de part et d'autre, je dirais, voilà. Donc c'est pas simple aujourd'hui de se questionner sur la mobilité, sur le traitement des déchets, l'eau, quand il y a un déménagement, comment on gère les matériaux, construction d'un nouvel immeuble, tout ça. Donc il y a des choses qui existent, il y a la BDESE aussi, la base de données sociale, économique, maintenant environnementale, qui est présentée, et les salariés, enfin les représentants des salariés ont vocation à se questionner et à questionner. Ce qui est dommage aujourd'hui, c'est que dans la loi climat et résilience, bien qu'on ait fait porter des amendements aux parlementaires, il n'y a pas d'ordre de délégation supplémentaire et d'heures de formation. Donc ça donne pas une image, positive, voilà, d'engagement. Et il aurait fallu certainement donner des heures supplémentaires pour se former et puis pour travailler les sujets. Et puis en fin de compte, tout comme il existe des commissions des commissions obligatoires, des commissions possibles de par la loi, décréter une commission environnement obligatoire dans ces CSE pour avoir aussi bien des représentants du personnel que des salariés pour travailler ensemble et s'engager dans la voie.
Et donc, ce que je voulais dire aussi par rapport à ça, c'est l'acceptabilité. C'est les salariés sont aussi des citoyens, et ils le voient très bien. Et donc, on voit bien qu'il y a quand même une dichotomie dans la façon de réagir par rapport à l'écologie. Et il ne faudrait pas que effectivement, ça se transforme en un écologisme de métropole par rapport, je dirais, au territoire. Et donc, par rapport à ça, les territoires ne doivent pas être oubliés, surtout par rapport à la mobilité, sujet crucial et éminemment vital pour les gens qui n'ont plus de desserte SNCF ou autre. Et ça crée des tensions. Donc, c'est pour ça qu'on parle de transition juste et d'acceptabilité. Et le pouvoir d'agir, il est aussi bien du côté des entreprises avec les parties prenantes et puis des territoires avec des politiques publiques qui ne demandent qu'à être mises en œuvre. Alors, Lucie, vous évoquez justement cet aspect citoyen, donc en ce moment la refonte du cadre réglementaire. Est-ce que plus de transparence et un droit de regard citoyen sur les entreprises permettent de renouer cette confiance finalement ? Alors oui, peut-être qu'il faut d'abord replacer dans le contexte de ce qui s'est passé et qui a donné lieu à cette proposition de la Commission. On fait face là à un grand risque de capture réglementaire et de non-respect des règles européennes en matière de prise de décision et d'exercice du pouvoir, puisqu'on a une proposition de la Commission qui a été faite à la hâte, sans consultation publique, avec uniquement des consultations bilatérales ou collectives menées avec les grandes entreprises. On a aussi donc une proposition qui attaque des réglementations qui ne sont pas encore pleinement entrées en vigueur, mais qui propose des mesures sans évaluation ou étude d'impact. À l'inverse des réglementations qui sont attaquées, qui, elles, ont fait l'objet d'une étude d'impact. Et l'argument avancé en premier lieu par la Commission est celui de la compétitivité, alors que ses propres études préalables montraient que la réglementation était utile au renforcement de la compétitivité des entreprises européennes, et qu'une étude démontre que la mise en place de la CSRD, de la CS3D, finalement nécessiterait 0,1% du chiffre d'affaires global des entreprises, soit 0,13% de ce qui est versé aux actionnaires. Donc on a là un risque de capture réglementaire qui se traduit simplement, très clairement, lorsqu'on compare les textes, le texte de la Commission et ce qui était porté ou ce qui est porté par les organisations patronales. Et ben on voit une grande similitude dans ces deux textes. 70% des propositions du MEDEF y est, plus de 60% des propositions de la FBF. Et bien entendu, il y a quoi de s'inquiéter, étant donné que ce qui est proposé, c'est tout simplement une réduction de 80% du périmètre d'application de la CSRD, et que si on donne suite à toutes les mesures proposées, eh bien on ne tiendra pas les promesses faites depuis 2015 de réallocation des flux financiers au service de la transition. On n'ira pas chercher les 620 milliards d'euros supplémentaires chaque année que la Commission estime devoir allouer à la transition jusqu'en 2030. Donc il va falloir donner plus de poids en effet aux salariés dans les mécanismes et aux citoyens dans les prises de décision, mais il ne faut pas se tromper d'objectif. L'objectif, c'est pas la consultation en tant que telle, c'est les mesures qui sont déjà à portée de main et qui pourraient être appliquées pour transformer la donne. Aujourd'hui est attaquée l'obligation de mise en œuvre des plans de transition qui sont pourtant indispensables pour sortir les entreprises de leur court-termisme et les obliger à se projeter à 5, 10, 15, 20 ans en planifiant pas seulement leur réponse aux risques climatiques qui augmentent, mais également en changeant leur business model pour ne pas générer d'impact négatif sur le climat et les populations.
Donc les mesures, elles existent. On peut penser aussi à toutes les mesures de dissuasion et incitation à travers la politique monétaire et prudentielle, à travers la fiscalisation de l'épargne, etc. En revanche, bien entendu, il va falloir être consulté, mais quand je parle de consultation, je ne parle pas de consultation fantoche et aux multiples consultations fantoches auxquelles on est malheureusement habitué en France. Emmanuel Macron a été quand même excellent en termes d'organisation de ce type de consultation. On parle de consultation et d'un droit dans les prises de décision au niveau des entreprises, mettre plus de démocratie à ce niveau-là ou au niveau national, ça va être nécessaire. Et là, à ce niveau-là, il va du coup pas seulement falloir changer les règles de transparence ou de lobbying au niveau national ou européen. Malheureusement, on sait bien que ça ne va pas suffire. Un cas d'actualité nous le rappelle. Alexis Kohler n'est qu'un des exemples, un des points communs entre l'Élysée et la Société Générale. L'Élysée et la Société Générale, comme d'autres grandes banques françaises, soutiennent un agenda de dérégulation, partagent les mêmes intérêts, font partie du même monde, et on sait que le pantouflage d'Alexis Kohler n'est qu'un énième épisode de pantouflage connu entre le monde de la finance et la haute fonction publique. On avait déjà Pérol pour la BPCE, on a eu Jean-Jacques Barbéris qui a lui aussi déserté l'Élysée lorsque le bateau a commencé à prendre l'eau pour rejoindre Amundi. Voilà, on sait bien qu'il va falloir aller beaucoup plus loin, et pour cela, en tant qu'ONG, nous croyons au rapport de force, à la nécessité de mettre sous pression les institutions privées et publiques, et j'espère que les salariés, et que également beaucoup de salariés dans cette salle qui ont travaillé, qui ont mis de l'énergie pendant toutes les années passées pour porter les réglementations, vont contribuer à inverser la donne et à générer un changement de dynamique ou de direction au niveau de leur management qui malheureusement aujourd'hui fait marche arrière sur leurs engagements climatiques. Alors sur la réglementation, Jean-Baptiste, vous évoquez que la réglementation en elle-même c'était pas la difficulté principale, mais surtout cette instabilité réglementaire. Est-ce que vous voulez en dire un mot là-dessus ? Oui, quelques mots. Je pense qu'effectivement, on avait besoin d'avoir une réglementation qui était beaucoup plus forte sur la finance durable. On avait besoin, et ça a été évoqué aujourd'hui toute la journée, d'avoir plus d'homogénéité dans ce que l'on entend par cette finance durable, par les différents indicateurs, etc. En revanche, si on regarde ce qui s'est passé en 5 ans, on a quand même un nombre de réglementations qui sont allées dans un sens ou dans l'autre qui est assez considérable. En 5 ans, on a mis en place CSRD avant d'avoir Omnibus, pour revenir en arrière. On a mis en place SFDR, à peine SFDR mis en place, on avait déjà une position de l'AMF qui revenait en arrière sur la notion d'investissement durable, et on sait qu'on va revenir en arrière sur SFDR. On a modifié les labels, par exemple, et je ne parle même pas de la taxonomie où on n'est pas encore arrivé à maturité. Ce qui est compliqué pour nous en tant que société de gestion, mais comme tous les acteurs économiques, c'est qu'on a besoin d'avoir de la visibilité, de la planification. Oui, on avait besoin de revoir aussi cette réglementation sur la finance durable, parce qu'on avait aussi un petit peu perdu le sens. Et c'est un petit peu ce qui était compliqué avec cette complexité. On avait un petit peu perdu le sens, mais même avant, quand on a fait du best in class, on en a parlé il y a quelques heures avec Lucie, mais quand on a fait du best in class, on a aussi perdu parfois le sens de ce qu'était l'investissement durable. Et donc, quand on perd ce sens-là, parfois avec nos clients et avec finalement l'ensemble des parties prenantes, on perd aussi ce à quoi sert la finance durable. Donc on a besoin d'avoir des arbitrages, on a besoin de trouver un équilibre. Néanmoins, et c'est le dernier point, si on revient sur cette simplification, il faut faire très attention à ce que cette simplification, ce ne soit pas du renoncement. En tant que société de gestion, on a besoin de points de données pour pouvoir faire notre travail. Ça a été évoqué il y a quelques instants lors d'une autre table ronde. Et finalement, nous, plus on a des points de données, plus on a de la donnée, plus on est content, parce que ça nous donne du matériau pour comprendre ce que font les entreprises. Pendant sûrement trop longtemps, on a demandé aux sociétés de gestion de produire des données qui n'existaient pas, et on était responsable de la qualité de ces données-là, alors même que les entreprises étaient incapables de les fournir. CSRD, ça va
permettre de renverser un petit peu la charge de la preuve en quelque sorte et de responsabiliser les entreprises dans la qualité des données qu'elles produisent et donc dans les données qui vont être ensuite intégrées par les sociétés de gestion. Donc nous, on pousse à avoir des données et à avoir la mise en place de CSRD. Je voudrais juste dire un dernier mot sur CS3D, dont on a finalement assez peu parlé. Et là, pour le coup, sur le compte tenu du sujet de nos tables rondes, je pense que c'est très important. Le devoir de vigilance, c'est quelque chose d'important. Alors certes, il y a la réglementation française, mais le signal qui est donné sur le retour en arrière de CS3D et le fait qu'on arrête la diligence aux fournisseurs de premier rang, pour nous, c'est aussi un problème, y compris en tant que société de gestion, puisque ça ne nous permet pas finalement de nous assurer que les sociétés dans lesquelles on va investir, elles ont mis en place l'ensemble des politiques. En tout cas, elles sont allées assez loin pour comprendre les conséquences de leur activité sur les populations locales. Donc on peut faire de la finance, être une société de gestion, être pour la mise en place de la réglementation. Et donc vous avez commencé à parler de planification de temps long. Benoît Loguet, il y a justement eu aujourd'hui le Conseil de planification écologique. Quel est le bilan que vous faites de cette planification et est-ce qu'il y a quelque chose qui revient avec ce Conseil de planification écologique? Alors, effectivement, c'est un peu la grosse news politique de la journée. Regardez le 20h, vous n'entendrez parler que du Conseil de planification écologique, je pense. Parce qu'effectivement, ça va vraiment agiter le Landerneau. Ouais, peut-être. Alors, revenons un petit peu en arrière. Donc, 2022, création d'un nouveau machin qui s'appelle le Secrétariat général à la planification écologique, qui est censé nous aider à planifier, c'est-à-dire à faire en sorte que la grande transformation, donc atteinte du net zéro en 2050 et adaptation à un climat qui change, comme on ne va pas le faire par hasard, en fait, on ne va pas y arriver complètement par hasard, il faut le planifier. Je pense que c'est ce que vous faites dans vos entreprises aussi. Voilà, vous avez un PMT ou un business plan, enfin un truc, vous n'allez pas au petit bonheur la chance en fonction de là où le vent vous porte. Enfin, il y a un petit peu d'opportunisme, mais pas trop. Donc on crée ce truc, SGPE, et dernière avec quelqu'un à sa tête qui est en même temps au cabinet de l'APM à l'époque. Et puis on fait régulièrement en tout cas, un conseil des ministres en formation restreinte qui s'appelle Conseil de planification écologique, qui est censé voir un petit peu comment on avance par rapport au plan. Alors, le plan, ça fait peur, hein, ça fait penser un peu à Gosplan, mais encore une fois, c'est pas pour les crypto-communistes, c'est simplement pour se donner une feuille de route, s'assurer qu'on est à peu près en ligne avec les objectifs de long terme, les objectifs de moyen terme, qu'on met à peu près en place les politiques publiques qui permettent d'atteindre ces objectifs, et puis si on dévie du plan, c'est simplement corriger, c'est-à-dire recaler le plan, alors les objectifs s'il n'y a pas d'autre façon, mais sinon aussi peut-être recaler les politiques publiques, se demander tiens, qu'est-ce qui ne va pas, où est-ce qu'on peut mettre le poids du corps, enfin bref, piloter. Dernier conseil de planification écologique, donc c'était en septembre 2023, donc c'était il y a 4 premiers ministres, c'était il y a très très longtemps, et depuis il n'y en a pas eu. Alors, peut-on progresser dans la mise en œuvre du plan sans plan? La réponse est, sans conseil de planification écologique, oui, c'est ce qu'a fait le secrétariat général à la planification écologique. Ils ont fait une déclinaison territoriale, donc ils ont initié une territorialisation de la planification, ce qui pour moi est extrêmement important parce que c'est bien de dire ce qu'on va faire depuis le 7e arrondissement de Paris, mais c'est quand même mieux quand les territoires s'emparent de tous les investissements qu'il va falloir faire dans les infrastructures, dans le logement, etc. Et puis, il y a un autre truc qui est un petit peu passé sous le radar. Dans un bon plan, il faut un business plan. À un moment, il faut se demander, tiens, combien d'argent public, combien d'argent privé, pour faire quoi, etc. Et donc, là, j'ai 2 bonnes nouvelles et une mauvaise nouvelle. Alors, la première bonne nouvelle, c'est qu'il y a un machin qui existe qui s'appelle la SPAFT. Je sais, c'est difficile comme ça. SPAFT, ça veut dire Stratégie pluriannuelle de financement de la transition écologique. Ça a été élaboré dans ces murs. Et donc, c'est sorti en septembre 2024. C'est un petit peu le business plan de la transition, vu de la puissance publique. Combien d'argent public, sur quel secteur, pour mettre quoi, pour aider les ménages, pour aider les collectivités, les entreprises, etc. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Ce document existe. Vous pouvez le télécharger, en prendre connaissance, le critiquer. Mauvaise nouvelle, c'est très largement améliorable. Voilà, donc on va dire ça comme ça, pudiquement. Et donc la bonne nouvelle, c'est que ça peut être amélioré. Et septembre 2025, on approche, il y aura une V2 de la SPAFT, donc je vous encourage fortement à la regarder, puis à vous dire mais en quoi ça m'aide, moi, acteur économique, acteur industriel, s'il y en a certains dans la salle, etc., en quoi ça m'aide à faire la transition, à comprendre où l'État veut m'emmener. Donc tout ça, c'est nécessaire. Ça a mis un petit peu de temps à se mettre en œuvre. Moi, ce que j'attends, j'aimerais bien, au sortir du conseil de planification écologique qui a eu lieu ce matin, j'aimerais bien qu'il y ait des annonces du genre, on se dit que le plan maintenant c'est vraiment la feuille de route de l'État français et donc on va évaluer tout retard par rapport au plan, mettre en place des mesures correctrices et puis s'assurer qu'on a un business plan qui tient à peu près la route.
accessoirement qu'il y a un pilote, mais ça, c'est voilà. Aujourd'hui, c'est un petit peu tout ça qui manque. Alors, je le dis de façon volontairement un peu provocatrice, ça manque. Il n'y a qu'à faire en sorte que ça ne manque pas, et c'est peut-être la lueur d'espoir. Il n'y a qu'à Faucon, il suffit de mettre un pilote, un plan, et de trouver des moyens financiers dans une période de disette budgétaire. Je sais que c'est compliqué, mais en même temps, moins on se pose la question, moins on a de chances d'arriver au résultat souhaité. Et alors, Lucie Pinson, et peut-être une question pour Madeleine aussi. Vous publiez récemment des articles sur notamment ArcelorMittal et en demandant des exigences de transparence vis-à-vis des investisseurs. Et alors, concomitant à ça, ça fait des années qu'en tout cas qu'ArcelorMittal quand même désindustrialise en France. Comment faire pour concilier les exigences environnementales avec les exigences du monde du travail? Voilà, je ne sais pas qui veut répondre en premier entre Lucie et Madeleine. Moi, je dirais qu'il faut, pour les dirigeants, je pense que je suis optimiste. Donc, ils ont vu que la transition était une opportunité pour gagner des parts de marché, pour avoir, je dirais, oui, des parts de marché, et puis et de faire des plans justement d'adaptation. Et puis, moi, je reviens toujours à mon cœur de métier, c'est-à-dire avoir un dialogue social renforcé et consulter les salariés sur présentation de ce qu'on peut faire, de ce qu'il faut faire. Et puis, vous me demandiez tout à l'heure dans quelles instances. Alors effectivement, il y a les représentants du personnel, mais il y a des administrateurs salariés. Et aujourd'hui, ils sont, je dirais, il y a un peu on a des dirigeants qui sont très formés en face. Enfin, voilà, et des représentants des administrateurs salariés qui sont moins capés sur certains sujets. Et la loi Pacte disait bien, c'était en 2019, je crois, ou 2017, excusez-moi, il faut que le business model soit challengé au niveau du conseil d'administration. Donc c'est l'occasion de monter des comités RSE, des comités environnement. C'est ce qui se passe dans des sociétés, et notamment des sociétés financières, pour réfléchir ensemble. Et je dirais aussi, par rapport à ça, enfin je réponds un petit peu à côté de la question, mais voilà, c'est qu'il faut penser au coût de l'inaction climatique aujourd'hui. C'est surtout ça aussi par rapport, quand on est dirigeant, ça va me coûter combien si je ne m'adapte pas et si je ne fais rien. Alors en France, on le mesure en points de PIB, mais dans l'entreprise, on peut faire le même raisonnement. Voilà. Et toutes les parties prenantes peuvent raisonner de la même manière. Et par rapport à ça, vous parliez aussi des études d'impact. Aujourd'hui, je pense qu'elles sont manquantes, elles sont défaillantes. Je ne sais pas si... Voilà, c'est une opportunité aussi de faire des études d'impact, qu'elles soient positives ou négatives, mais au moins qu'elles existent. Et elles existent pour cette acceptabilité, que les gens ne restent pas dans le flou le plus total et continuent en disant ça ira bien, comme ça demain on va continuer. Mais non, il faut dire les choses aux gens, que ce soit positif ou négatif, mais il faut regarder les choses avec réalisme et avec lucidité. Et après, Benoît. Notre parti pris, c'est de penser que la délocalisation des activités industrielles en France n'est pas liée à la décarbonation en tant que telle, mais liée à une logique de maximisation des profits et, dans le cas d'ArcelorMittal, de captation des subventions publiques aussi à cette fin. Il faut rappeler qu'ArcelorMittal a quand même bénéficié de 3 milliards d'euros de l'Union européenne pour décarboner ses sites industriels en Europe, dont 850 millions d'euros de la part du gouvernement français pour décarboner le site à Dunkerque. Aujourd'hui, les solutions, d'ailleurs, elles existent pour ne plus produire d'acier à partir de charbon métallurgique, avec les impacts sur le climat, mais aussi en termes de pollution de l'air et donc de santé publique qu'on connaît. Par contre, ça nécessite des investissements massifs et c'est peut-être là, nous, qu'on agit au niveau de Reclaim Finance, en interpellant les investisseurs et acteurs financiers d'ArcelorMittal et notamment aussi les actionnaires pour abonder, apporter les capitaux nécessaires à la décarbonation et exiger d'ArcelorMittal l'adoption du plan de transition qu'on attend. Ça fait plusieurs mois, voire années maintenant qu'on attend le plan de transition, nouveau plan de transition d'ArcelorMittal. Exiger aussi de l'entreprise qu'au lieu de baisser ses allocations de dépenses, enfin de CAPEX, dans le bas carbone, eh bien, il les augmente.
Et bien entendu, nous, l'intérêt d'agir sur la finance, c'est qu'il ne s'agit pas de faire respecter ou concilier les exigences sociales et environnementales et les activités industrielles seulement sur le territoire national. Nous, on est solidaires des salariés qui sont exploités par ArcelorMittal ou des communautés impactées par les dommages causés liés à ces activités au niveau international, et les investisseurs peuvent également agir pour exiger donc des plans cohérents qui portent sur l'ensemble des activités de l'entreprise, quelle que soit leur géographie. Benoît, vous vouliez réagir après Oui, je voulais juste dire un mot. Vous avez parlé d'ArcelorMittal, mais aujourd'hui, il y a quand même un point noir en France, c'est notamment c'est en Isère, avec Ventorex, avec toutes les industries qui vont être délocalisées justement par rapport à la recherche du profit et de l'actionnariat et des dividendes. Donc, au-delà des politiques environnementales, je pense que c'est surtout aussi de faire de la captation de la rente et de pas forcément garder des emplois sur des territoires alors que c'est essentiel aujourd'hui pour plein de raisons. le coût de l'inaction alors? Oui, en réaction à ce que disait Madeleine, ça m'est venu en l'écoutant. Il y a en gros, les impacts du changement climatique, pour faire très simple, c'est régressif. C'est-à-dire ça va taper plus fort sur le bas de l'échelle sociale que sur le haut de l'échelle sociale. La décarbonation de notre économie, il y a également beaucoup de côtés qui sont régressifs, c'est-à-dire ça tape plus fort en bas qu'en haut. En gros, les impacts économiques sont plus forts en bas de l'échelle sociale. Donc, il y a un sujet de rééquilibrage. Enfin, quand on s'adapte au changement climatique, c'est bon pour la cohésion sociale. Et quand on fait la transition écologique, il faut en même temps s'assurer qu'on laisse personne au bord du chemin. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, c'est que ce qui est super important en ce moment, c'est d'éviter de fabriquer les injustices de demain. Et en fait, la planification, ça sert à ça. C'est-à-dire à alerter les secteurs économiques, les agents économiques sur le fait que, il va y avoir un changement climatique. Il y a déjà un changement climatique qui est en cours, il va y avoir des impacts. Et donc, leur demander, s'il vous plaît, de bien intégrer dans vos plans de transition que le climat est en train de changer, c'est rendre service à ces acteurs économiques, mais aussi à la population, et notamment à la frange la plus fragile. Typiquement, on isole les écoles, c'est très bien. On le fait confort d'hiver, c'est très bien. On le fait confort d'été, ça protège les jeunes. Les EHPAD, ça protège les vieux. Les hôpitaux, ça protège les malades, etc., etc. Les transports en commun, ça permet aux personnes qui utilisent les transports en commun de continuer à les utiliser. Et pareil sur la transition vers la décarbonation, en fait, c'est pareil, il y a des métiers qui vont changer, il y a des métiers qui vont disparaître. C'est quand même pas mal que quelque part ça soit planifié, que les personnes qui vont être concernées par ça soient à minima au courant et peut-être dans le meilleur des cas même soient acteurs de leur trajectoire. Et donc planifier, en fait, ça sert à éviter de se prendre un truc sur la tronche en mode on ne savait pas, qui aurait pu prévoir, et à se dire ok, oui, il y a des impacts négatifs, mais en fait, c'était prévu, ça fait partie du plan, et on a prévu les mesures qui permettent, à minima, de contrebalancer ça. Et donc la planification, c'est vraiment important de ce point de vue-là, faire en sorte que les populations qui vont être impactées négativement, que ce soit les travailleurs, les usagers, etc., intègrent le fait qu'on part vers le zéro carbone, et que le climat va changer. Avant de réaction, Jean-Baptiste, vous vouliez dire un mot là-dessus? Oui, sur l'analyse des entreprises, effectivement. D'une part, il y a la transition, c'est la lutte contre le dérèglement et c'est aussi l'adaptation. Et malheureusement, on va faire face à l'adaptation. C'est un élément de fait. Ce qui veut dire que lorsqu'on va étudier les performances des entreprises, les performances extra-financières, on va regarder ce qu'elles font de manière absolue. Et il y a des cas sur lesquels on va refuser de les financer parce que ça ne correspond pas à ce qu'on veut porter dans nos fonds. Et par ailleurs, on va regarder de manière relative ce qu'elles font, les comparer à leurs camarades aussi, essayer de mettre en avant les meilleures pratiques et avoir un dialogue avec ces entreprises pour essayer de montrer ce qu'elles peuvent faire en termes d'intégration et pour aller plus loin. Et ça, c'est aussi un élément important, je pense, et ça fait partie de la responsabilité des sociétés de gestion. Et le dernier point dont je voulais parler, c'était la gouvernance en tant que telle. Et c'est aussi dans le dialogue qu'on peut avoir avec les responsables des entreprises, essayer de comprendre à quel point ils sont compétents d'une certaine manière dans la compréhension des enjeux climatiques, dans la compréhension des enjeux d'adaptation. On est très attentif. Alors là, regarder la gouvernance, c'est regarder l'équilibre des pouvoirs, cocher certaines cases parfois, etc. Mais il y a aussi le souhait de pouvoir voir quelles sont les compétences des membres des conseils d'administration, quelles sont leurs compétences, leur formation sur les enjeux de développement durable. Vous parliez de formation des collaborateurs, mais c'est aussi vrai, je pense, pour les administrateurs qui sont parfois pas assez formés sur ces enjeux, et sur ces notions d'adaptation et d'évolution des business models des entreprises, puisque de toute façon, elles n'auront pas le choix. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est financer des entreprises qui seront pérennes dans le futur.
Et je rajouterais, elles sont quelquefois pas au courant de la législation nouvelle qui s'applique. Rien que la GEPP, tous les 3 ans, je dois présenter un plan de transformation de métier, de mutation, etc. C'est peu ou pas connu. Voilà, donc pareil, je vous passe 3 ans ou tous les ans. Enfin bon, il y a des adaptations, mais généralement, c'est pas connu. Et ça vient de la loi climat et résilience. Si vous voulez réagir. Oui, parce que j'ai l'impression qu'on dit les mêmes choses depuis 10 ans en fait. Oui, l'action coûte moins cher que l'inaction, ça on le sait, et également le fait que oui, les efforts, l'absence d'action touche avant tout le bas de l'échelle. Également, c'est un fait connu. Donc la question c'est est-ce que le haut de l'échelle, est-ce que les personnes dans cette salle, est-ce que moi compris, hein, est-ce que les institutions multinationales ou décideurs publics sont prêts à changer, et comment, et sinon comment on les contraint à changer. On a des exemples de l'hypocrisie constamment, hein, sur le sujet. Là, on parle des impacts du dérèglement climatique. On a une sinistralité qui augmente partout dans le monde, y compris en France. France Assureur annonce déjà que le coût des sinistralités va doubler si on compare la période de 89 à 2019 face à 2020 et 2050. Ça fait maintenant 4 ans qu'on dépasse la barre symbolique des 100 milliards de coûts liés aux événements climatiques extrêmes, que du coup notre système assurantiel est à bout de souffle et va pas tenir, avec des impacts très concrets sur le bas de l'échelle, sur les particuliers, sur les collectivités. On a 1500 collectivités en France qui font face à des augmentations insoutenables de leurs primes, voire voient leur contrat d'assurance résilié. Or, dans le même temps, on a quand même notre géant de l'assurance, AXA, qui enregistre des profits de combien bénéfices 7,9 milliards bénéfices record l'année dernière. Or, la solution d'AXA, dans le contexte actuel, est demander plus de prévention de part des pouvoirs publics et des particuliers. Bien entendu, il faut plus de prévention. Mais si on parle de prévention, on aimerait que l'acteur de l'assurance balaie devant sa porte et arrête de contribuer à alimenter le dérèglement climatique en premier lieu, en arrêtant de fournir des contrats d'assurance indispensables au développement de nouveaux projets pétroliers ou gaziers. On pense notamment aux terminaux d'exportation de gaz et notamment de gaz de schiste. Et contribue davantage à la prise en charge de la sinistralité liée au dérèglement climatique. On sait que la prime CatNat, la surprime CatNat a déjà été augmentée pour les particuliers. Pourquoi pas, mais pourquoi ne se pose-t-on pas la question d'aller chercher l'argent là où il est et d'augmenter aussi la contribution des assureurs, et en premier lieu des assureurs qui ont largement contribué au désastre climatique dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Alors, je vous propose de passer aux questions du public. On en a reçu quelques-unes. Alors on parle des plans de transition climat, des plans de transition biodiversité. Est-ce que l'outil des plans de transition sociale peut être un outil utile, que ce soit avec ou sans cadre réglementaire? Je ne sais pas si ça existe, si vous avez déjà vu ce type d'outil. Jean-Baptiste? À vrai dire, non. Ouais. Enfin, pour prendre ce que disait Lucie, sans cadre réglementaire, il n'y en aura pas, ou ce ne sera pas nécessairement de grande qualité. Alors une autre question peut-être plus technique, alors à voir si nos intervenants ont les chiffres. A-t-on des études sur le solde de création, destruction des emplois sur le moyen terme? Est-ce que vous avez des éléments là-dessus? Alors, je ne les ai pas tous en tête, les chiffres, mais SGPE, effectivement, Secrétariat général à la planification écologique, a sorti l'année dernière des chiffres très concrets, puisque les organisations syndicales l'avaient demandé. C'était un peu un oubli, mais voilà, on a souhaité vraiment que ça soit chiffré. Parce que justement, je le répète, c'est un sujet éminemment important de compréhension. Et si on veut que ça soit accepté et compris, il faut bien que ça soit basé sur quelque chose de tangible. Donc 150 000 emplois créés,
Non, détruit, je crois. Enfin, et puis, bon, je vous engage à regarder les chiffres exacts, mais ils existent, effectivement. Alors, il y a différentes études, hein. Il y a ces think tanks qui sortent des chiffres aussi, mais pour nous, on regarde les chiffres SGPE. Alors une question, j'imagine, sur les indicateurs, notamment de suivi pour les acteurs financiers. Comment mesurer l'impact social qu'on peut avoir par son investissement? Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez? Alors aujourd'hui, on a beaucoup d'impact, enfin grâce notamment à la réglementation européenne, il y a beaucoup d'impact, en tout cas beaucoup de KPI qu'on va donner dans nos reporting. Donc on pourrait imaginer on fait des calculs plutôt sur de la tonne de CO2, l'indicateur d'égalité homme-femme, etc. Et ça, maintenant, on les intègre directement dans les reportings des fonds. En disant cela, je ne suis pas sûr de répondre vraiment à la question, puisque finalement, et là, c'est des réflexions qu'on a eues au sein du Crédit Mutuel Arkéa. L'idée, c'était aussi d'avoir, à côté de la performance financière, la capacité d'avoir une mesure de performance extra-financière, c'est-à-dire de mesurer sur notre activité, finalement, combien d'emplois on allait aider, combien de bâtiments on allait pouvoir aider à rénover, etc., etc. Et donc, on a créé une méthodologie pour pouvoir mesurer, finalement, avoir une sorte de résultat d'exploitation extra-financier. Alors, il y a évidemment beaucoup de limites, il y a beaucoup d'hypothèses, mais en tout cas, on essaie on fait l'exercice pour essayer de proposer quelque chose le plus robuste possible sur cet enjeu. Méthodologie interne, qu'on a fait avec un cabinet. Oui, je comprends la question et je pense que c'est important de se doter d'indicateurs le plus précis possible, mais tout rentre pas dans un tableau Excel. Pour reprendre le terme de la table ronde, on parle de pacte social, on parle du tissu démocratique, de comment s'assurer de la prise en compte des intérêts de toutes les parties prenantes. Je suis pas sûre qu'on puisse faire rentrer dans un tableau Excel l'impact social ou démocratique des financements qu'accordent encore les banques françaises, Crédit Agricole, Société Générale ou BPCE à une entreprise comme Énergie Transfert qui a poursuivi en justice Greenpeace International et Greenpeace USA pour sa mobilisation contre le Dakota Access Pipeline en 2016-2017, contestation qui a été portée par des centaines d'ONG, moi comprise. On fait couler une entreprise, une ONG qui est essentielle au débat social et démocratique dans le monde. Voilà, je ne suis pas sûre que cet impact est très concret, mais je ne suis pas sûre qu'on puisse le faire rentrer dans un tableau Excel. Juste pour répondre, effectivement, on ne peut pas tout rentrer dans un tableau Excel. Néanmoins, si on n'a pas de chiffres, si on n'a pas d'indicateur de performance, on aura aussi du mal à justifier de la matérialité de ce qu'on a fait ou non, et de pouvoir, pouvoir démontrer ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Donc, d'où le fait d'essayer d'avoir ce type d'exercice. Je pense que c'est important, même si ça ne remplace pas tout. Alors, il y a une autre question sur comment mobiliser à grande échelle les épargnants pour investir dans l'économie sociale et solidaire. Alors, est-ce qu'il y a des mécanismes de fléchage qui existent et qui sont nécessaires? Alors, là, c'est sur l'économie sociale et solidaire, ce qui est vraiment très particulier au sein de l'investissement socialement responsable. C'est une vraie question. On n'en a pas parlé finalement quand on parlait des parties prenantes, mais nos clients, ce sont nos premières parties prenantes. Quand on fait des investissements, c'est pas avec notre argent en tant que société de gestion, c'est bien l'argent de nos clients et c'est important aussi de les remettre au centre. Aujourd'hui, on a des labels, typiquement sur l'économie sociale et solidaire. Il y a le label Finansol qui existe et qui permet, avec des entreprises ou des coopératives, un ensemble de structures qui sont elles-mêmes labellisées par leur préfecture. Et on a des fonds qui vont vraiment financer ce type de structure de l'économie sociale et solidaire. L'idée, c'est soit d'avoir des fonds qui sont appelés des briques pures, soit des fonds où là, on va limiter la part de ces entreprises, de l'économie sociale et solidaire, pour des questions de liquidité. Donc, vous allez avoir en gros 90% qui va être géré selon les normes de l'ISR, donc du label ISR, et 10% où on va être sur des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et c'est très intéressant et il faut investir dedans, hein, c'est vraiment très intéressant. D'autant plus parce qu'on a aussi certains business models qui sont assez nouveaux, qui sont des business models qui vont pouvoir travailler justement sur cette notion de pacte social. Il y a en ce moment une autre table ronde avec le Printemps des Terres, par exemple. Nous, on a la chance d'être investi dans le Printemps des Terres, qui a une foncière agricole qui permet aussi qui va aider les agriculteurs à s'installer en mettant en avant l'impact positif financièrement des produits et services environnementaux que ces agriculteurs vont pouvoir créer. Il y a des entreprises comme le Chenley, par exemple, qui sont des entreprises formidables
équitables qui permettent de faire la réinsertion. Donc il y a beaucoup de choses à faire dans le domaine de l'ESS. En termes de fléchage, alors je pense notamment au fléchage des livrets réglementés, livrets A, livrets développement durable. Il y a une petite part, je crois que c'est 5%, qui doit être obligatoirement redirigée vers l'économie sociale et solidaire. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est une manière de faire? Des réactions ou autres particulièrement? Non. Suffisant, non. Après, il y a toujours cette notion de liquidité et de performance financière. Il ne faut pas se le cacher. Financer l'économie sociale et solidaire, ça rapporte souvent moins que sur des fonds d'investissement plus classiques. Donc, il faut trouver l'équilibre pour qu'il y ait une acceptation de la part de nos clients entre la performance financière et la performance extra-financière dans le cadre de ces produits. Et il y a la notion de liquidité aussi qui est importante pour nos clients. Alors, une question réglementaire. Pour ou contre une taxonomie sociale? Pour. Tout dépend ce qu'on appelle social, hein, taxonomie sociale. Moi, je dirais que voilà, par rapport à la CSRD, il y avait les indicateurs 1 et 2, ESRS 1 et 2, qui parlaient, enfin même 3 et 4, hein, si on veut élargir, mais surtout le 1 et le 2 sur le droit du travail, la rémunération, les conditions de travail, la santé, l'environnement, etc. Donc, on peut répondre par rapport à ça. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que ça deviendra? Mais les dirigeants les plus responsables continueront à s'investir sur ces sujets, puisque de toute manière, il va y avoir les banques, je pense, et les institutions financières vont regarder avec attention ces critères, quand bien même, enfin moi je pense que c'est l'avenir, hein, même si c'est plus obligatoire, ils vont quand même avoir un regard par rapport à tout ça. Si je peux juste compléter, j'ai dit un pour qui est sorti du cœur. Pourquoi c'est sorti du cœur? Parce qu'aujourd'hui, vous avez notamment dans la réglementation SFDR une notion d'investissement durable qui est un investissement dans les entreprises qui vont avoir des impacts environnementaux ou sociaux positifs sans avoir d'impact négatif trop important, etc. etc. Quand on a fait des premiers tests, et donc ça on l'a parce que la taxonomie n'est pas complète, hein, clairement, et donc on va gérer des fonds avec des objectifs d'investissement durable. Lorsqu'on a comparé avec l'AFG les taux d'investissement durable sur un même indice entre différentes sociétés de gestion françaises, on avait des taux qui oscillaient entre 20 et 70%. Donc tout ça pour dire qu'on a besoin d'avoir cette taxonomie sociale parce qu'on a besoin de pouvoir parler le même langage et pour gagner aussi en transparence pour nos clients et pour tous les souscripteurs de nos fonds. Alors une autre question qui se pose sur la transition juste, qui est, voilà, il y a beaucoup d'attentes des acteurs financiers sur la transition juste, mais cet auditeur se pose la question de pourquoi est-ce que c'est la question des entreprises et pas seulement du public, de l'État, des collectivités. Pourquoi est-ce que c'est une question pour les entreprises alors que peut-être que l'État a plus un rôle à jouer là-dessus que les acteurs C'est une question pour tous les acteurs économiques, que ce soit les entreprises, les pouvoirs publics, les ONG, les sociétés financières, etc. etc. Je pense que ça a été un petit peu un impensé de l'affaire, c'est-à-dire on a voulu se lancer pour faire une transition. Alors moi j'aime bien répondre aussi, on a parlé beaucoup de climat, mais il y a la préservation de la biodiversité qui est aussi essentielle, puisque beaucoup d'emplois, enfin je crois que c'est 10 à 20% des emplois en France, même plus, hein, sont liés à des écosystèmes en bonne santé. Et donc ça a peut-être été un impensé. On a voulu se lancer d'une manière, je dirais, rapide, sans évaluer les choses. Et pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, la TICPE, c'est ça, non, c'est ça, ouais. Voilà, par rapport à cette crise. La crise des ronds-points, ça a été pensé, je dirais, voilà, c'est un petit peu à la va-vite, et on voit ce que ça a fait. Donc, moi, je pense qu'avoir un contrat social, c'est-à-dire que c'est pas simplement une convention citoyenne avec des gens tirés au sort qui pensent à peu près tous la même chose. Ou voilà, ça demande la concertation de la société civile, par exemple au sein des Césaires, qui aujourd'hui sont malmenés. Voilà, on pourrait faire des choses de ce type-là en insérant des citoyens, voilà, pour demander les choses et demander leur avis aux gens et leur présenter avec des vrais chiffres, avec des objectifs chiffrés et voilà le point à atteindre. Lucie, le mot de la fin.
Oui, bah peut-être sans répondre à la question directement, mais en tout cas, si la réponse est oui et que le panel et les gens de la salle pensent que oui, il faut défendre la transition juste, il faut défendre le social, il faut défendre le climat, il faut défendre les droits humains, il faut refuser d'avoir des nouveaux Rana Plaza, eh bien, il faut défendre la réglementation qui est aujourd'hui attaquée au niveau de l'Union européenne, parce que revenir en arrière, c'est revenir aux années 90, lorsque seul le financier comptait. Je crois qu'il y a un dernier petit mot. Oui, simplement pour rebondir. En fait, les entreprises ont leur rôle à jouer, les pouvoirs publics aussi. Enfin, j'ai un prisme très pouvoir public, donc j'assume. Le pacte social, quelque part, c'est une question de débat démocratique. Quelle société voulons-nous? Et donc là, je vais dire, c'est les citoyens, la représentation politique, etc., qui doit faire ce travail. Dedans, les entreprises ont aussi un rôle à jouer. Mais après, là où les entreprises sont attendues, et plus largement les agents économiques, c'est pour financer la transition. Bien évidemment, il va y avoir besoin d'argent public, évidemment. Mais l'essentiel, le gros des troupes, ça va venir du secteur privé. Ça va venir des entreprises, ça va venir des ménages. C'est ça, ce sont les acteurs qui vont décider de rénover les bâtiments, rénover les logements, investir dans la mobilité électrique. Et donc c'est là, à ce moment-là, on attend les entreprises pour qu'elles investissent dans le cadre du pacte social qui aura été défini. Mais voilà, donc il y a un rôle pour tout le monde, mais il faut simplement d'abord se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on veut comme société, enfin, de quelle société écologique voulons-nous? Est-ce qu'on veut d'une société écologique où finalement il n'y a que les plus riches qui peuvent se payer la mobilité électrique pendant que les plus pauvres se débrouillent comme ils peuvent, marchent à pince ou je sais pas quoi? Très bien, enfin, c'est un modèle de société qui est peut-être valable. C'est pas tout à fait celui que je veux, mais c'est peut-être valable. En tout cas, si la représentation populaire se dit que c'est le meilleur mode de société, voilà, on avancera là-dessus. Et dans ce cas, les entreprises devront développer les services qui leur permettront de faire du business dans ce cadre. Ce sera la conclusion. Merci beaucoup à tous pour votre Merci. participation.